On est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 18 juin 2021. Au programme, on va commencer avec des bons plans jeux vidéo et des jeux gratuits offerts sur différentes plateformes ou en essai gratuit pour une durée limitée. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on parlera d'un Ventirad, qui n'est pas très spectaculaire, mais qui est efficace, pas cher, assez simple, design assez sobre, et vraiment, en termes de rapport prix-performance, on est quand même très très bien. Ensuite, on parlera de DDR5 et les premiers tarifs pour les premiers kits de RAM DDR5 déjà annoncés, des kits qui devraient sortir très prochainement en avance par rapport aux cartes mères compatibles. Des prix pas vraiment choquants, honnêtement. Je m'attendais à avoir des trucs un peu plus énervés sur ces premiers, encore une fois, ces premiers kits officiellement sortis et disponibles. Enfin, pas encore, mais bientôt. Et qui, de toute façon, quand ils seront disponibles, ne seront pas compatibles avec grand chose. On parlera ensuite de boîtiers, différentes tours avec différents styles. D'abord, on sera chez Asa avec une grosse tour vraiment grosse, vraiment spéciale, un peu étrange, mais plus objet d'art que vrai matériel de PC. Ensuite, on a un truc qui reste dans les objets d'art, mais dans un format bien plus petit, toujours chez Asa. Et on finira avec des trucs plus accessibles qui sont moins tournés vers les objets d'art, même si ces produits portent le nom d'artistes connus, de peintres connus. On finira chez Geometric Future qui nous présente des boîtiers avec des looks différents mais qui sont censés être accessibles en termes de prix, même si on n'a pas encore les prix. On aura un petit passage ensuite par un écran LG. Je vous arrête tout de suite, écran plus pour les pros de l'image avec un prix pour les pros de l'image. Le prix fait très très mal. On est sur un écran qui est beau, qui est OLED, mais voilà, un prix bien trop élevé et pas destiné du tout au gaming comme le montrent ses caractéristiques. On aura ensuite un autre bon plan, un PC portable gaming qui est un prix plutôt intéressant. Il est à 999 €, enfin j'imagine 999,99 €, donc 1000 €, équipé d'une 3060, un PC portable de Lenovo. Si vous êtes à la recherche ultime des performances, ce n'est peut-être pas pour vous, mais si vous voulez un truc pas trop cher, qui puisse faire tourner du jeu vidéo et aussi servir à d'autres trucs, ça peut vous intéresser. Ensuite, avant de parler et de finir sur les cartes graphiques, où souvent ça fait un peu mal, on va se faire plaisir aux yeux. Une config montée par PowerLab. Voilà, c'est quelque chose qui est plus un PC de vitrine qu'un vrai PC du quotidien. Mais en termes de puissance, de beauté et de matériel dedans, c'est assez incroyable. En termes de prix, vous n'êtes clairement pas prêt. On finira avec les cartes graphiques, des news intéressantes sur les cartes graphiques aujourd'hui et pas seulement des hausses des prix et des prix insane. On a d'abord des petits benchmarks qui nous donnent un peu l'état de santé des cartes qui sont maintenant un peu anciennes. On prend la GTX 1060 et la RX 480 et 580 côté AMD, des modèles qui sont maintenant plus vraiment au goût du jour. Mais est-ce que ça marche encore pour faire du gaming? On verra ça et c'est plutôt intéressant. Sachant qu'en plus, à l'heure actuelle, les cartes dernière génération coûtent très très cher. Et peut-être que ces cartes qui sont un peu plus ancienne génération sont potentiellement peut-être un peu plus trouvables, notamment sur le marché de l'occasion. Et vous permettre de faire une config gaming sans avoir à vendre vos organes. On aura aussi deux news d'Intel côté carte graphique. Première news avec des petits tests sur la première version de carte graphique sortie par Intel, la DG1, qui est plus une carte graphique bureautique
que gaming. Mais on teste quand même voir ce que ça donne en gaming. Et en vrai, c'est correct, hein, on est sur une carte graphique bureautique, hein, donc ce sera un peu mieux qu'une partie graphique intégrée, mais ça aura du mal pour concurrencer une carte qui est dédiée au gaming, enfin qui est conçue pour du gaming. C'est quand même, ça peut être intéressant pour des toutes petites configs et pour du jeu très peu gourmand. Autre news Intel, et ça plus intéressante pour nous, des infos sur la DG2 et une multitude de références qui est censée sortir vraiment plusieurs gammes sur cette DG2, avec des gammes qui, pour l'entrée de gamme, est censée concurrencer les 1650. Donc on part pas au 3050 et en vrai on n'a pas beaucoup d'infos non plus. Et sur les gammes les plus élevées, on va aller comparer au 3070 6700 XT ou peut-être plus. On n'a pas trop d'informations non plus sur la plus haute gamme. Donc des premières infos qui sont pour l'instant intéressantes, mais il faudra attendre bien sûr la sortie du matériel et des tests sur une multitude de jeux pour avoir un vrai retour en termes de performance sur ces produits. On finira comme d'habitude avec le stock et les prix des cartes graphiques en ce jour. Comme d'habitude, hein, ce sera pas la joie, on commence à avoir vraiment l'habitude au niveau des stocks, même si on voit une petite et légère baisse sur certains modèles, on est encore loin d'avoir une entière disponibilité des modèles et des prix de retour à la normale. On commence du coup avec les bons plans c'est cool. En plus là, c'est du gratuit, on commence sur l'Epic Game Store qui nous offre cette semaine 2 jeux. Le premier, Overcooked 2, donc célèbre jeu de cuisine en coopération avec des galères sur les niveaux, hein, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de galère, c'est pas marrant, et ça vous laisse pas la possibilité de vous embrouiller avec vos amis. Donc un très très bon jeu à jouer avec des amis à plusieurs. Faut quand même ne pas avoir peur de, de perdre ses amis, hein. Ça peut vite tomber dans le drame, mais non, c'est un très très bon jeu, il faut juste savoir jouer en équipe. La coop, jusqu'à 4 joueurs en plus, donc plutôt très cool. C'est gratos, allez-y, allez l'ajouter à votre bibliothèque. C'est sur l'Epic Game Store. Deuxième jeu qui a un look un peu plus indé rétro, le jeu Hell is Other Demons d'ailleurs. Je connais pas du tout, ça a l'air d'être un jeu de shoot, tir d'action et de plateforme, qui contient des éléments roguelite. Donc voilà, si vous êtes amateur de ce type de jeu, et d'ailleurs si vous ne l'êtes pas non plus, c'est gratos, vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque et ça vous régale. Donc ne vous privez pas, quand c'est gratuit, il faut y aller. Autre jeu gratuit, ce coup-ci on change de plateforme, pas sur GOG, la plateforme de CD Projekt je crois, qui nous offre Absolute Drift, donc un petit jeu qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, qui vous met au volant d'une voiture où vous devez pratiquer le drift à la manière d'un professionnel, tel les Japonais sur leur route de montagne. Un jeu qui a déjà été offert sur l'Epic Game Store, je crois, que moi j'ai testé, qui est pas facile à prendre en main, mais un petit jeu fun, marrant. Voilà, pareil, hein, on peut jouer à plusieurs en se passant la manette, ce genre de truc. C'est gratuit, faites-vous plaisir. Sachez qu'en plus, cette fois-là, il est offert, oui, mais pendant une durée très limitée. Donc ne traînez pas si vous voulez le récupérer. C'est sur la plateforme GOG pendant 24 heures, je crois. Donc moins maintenant. On finit avec le dernier bon plan, encore du gratuit, mais ici seulement une durée limitée. Le jeu Rainbow Six Siege qui est en week-end gratuit du 17 au 21 juin. Si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer et que ça vous intéresse, allez-y, un jeu de shoot tactique en équipe. J'avoue que moi j'y ai jamais joué, je ne sais pas si, si j'y jouerai pendant ce week-end gratuit. Je ne suis pas méga fan des FPS, mais ça doit être un très bon jeu, vu qu'il y a une scène compétitive dessus. Et encore une fois, un jeu, j'imagine, bien sympa à jouer avec des potes.
j'imagine mieux quand même si vos potes connaissent le jeu. Profitez-en, c'est gratuit pendant une durée limitée. Je sais pas combien coûte Rainbow Six Siege. C'est, je connais pas trop le jeu, mais j'imagine payant d'habitude, je ne sais pas à combien. Si vous voulez tester, c'est l'occasion, seulement ce week-end pour tester gratuitement. On passe sur un Ventirad qui pour le coup est plutôt très classique. On est chez Zalman, il a un nom que je ne citerai qu'une fois, le CNPS 10X Performa Black. Il ressemble à un Ventirad, tout ce qu'il y a de plus classique, une hauteur de 155 mm, donc il vous faudra quand même cette possibilité-là dans votre boîtier, sinon ça ne marchera pas. Un gros ventilateur dessus de 135 mm, un format un peu chelou, oui, mais bon, ils ont choisi ça et ça marche plutôt bien. En termes de performance, il fait très très bien le boulot, malgré sa simplicité. D'un point de vue design, on est sur quelque chose d'assez sommaire. Ils sont quand même allés mettre le radiateur en noir. On n'a pas d'effet brossé sur le dessus, hein. C'est très simple. Et le petit reproche, c'est que les fixations ventilateur et sur la carte mère ne sont pas en noir. C'est peut-être le seul petit reproche qu'on peut lui faire. Sinon, il est très performant. Enfin, il est performant comme il faut. Il est dans le haut du panier en termes de performance. Il est un peu imposant, certes, mais c'est ce qu'il faut pour refroidir avec un Ventirad. Et il coûte seulement 45 €, ce qui est quand même pas cher, surtout si on compare à, par exemple, un kit de water cooling 240 mm qui est aussi voilà, quelque chose qui peut être performant. On est au moins 2 fois moins cher, voilà. Donc le Ventirad reste la solution la plus économe et peut-être aussi la plus simple pour avoir un refroidissement vraiment très performant sans avoir à vous ruiner, là où les autres solutions se mettent à vite chiffrer dès que vous voulez avoir quelque chose de vraiment fort en refroidissement. Toujours une bonne idée, hein, les ventirades, surtout si vous voulez pas mettre forcément trop cher dans votre config ou si l'aspect visuel, parce que c'est aussi beaucoup ça, hein, les kits de water cooling, si l'aspect visuel ne vous intéresse pas plus que ça. Très bonne solution ici de chez Zalman à un prix quand même très attractif. 45 € pour ce gros ventirad, 155 mm tout de même, donc il faudra le boîtier adapté. Vraiment, je m'attendais à un peu moins de performance sur ce kit et en fait, c'est un peu son aspect un peu cheap qui, je sais pas s'il lui dessert, mais du coup qui nous donne l'impression d'un matériel pas forcément à la pointe en termes de performance, mais si, il refroidira très bien. Ils ont juste pas ultra travaillé le design, mais à 45 €, c'est peut-être pas ce que vous recherchez. On continue avec du prix intéressant, vous l'avez ici dans le titre. On est sur du 400 $ pour le premier kit de DDR5 qui va être déployé, qui sera même déployé et en vente avant les cartes mères compatibles, notamment les Intel 600 series, donc qui devrait arriver avec la 12e génération de processeurs Intel. On a ici quelque chose de plutôt classique en termes de DDR5. On est sur des barrettes de 16 Go, 2 barrettes, à une fréquence de 4800 MHz, ce qui a l'air d'être un peu le plancher bas de la RAM DDR5. Donc on n'est pas dans le très haut de gamme de la DDR5, on est vraiment sur le tout début. On est à un prix du coup de 400 $, ce qui peut paraître élevé. Alors oui, c'est élevé, effectivement. Mais d'un autre côté, on est vraiment sur le tout début. Ces barrettes vont sortir à la fin juin, alors que les cartes mères ne sont pas encore là. Donc en vrai, la compatibilité n'est pas vraiment remplie aujourd'hui. Ça va arriver, mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Et le deuxième point, si on compare à ce qui se fait actuellement en termes de DDR4, voilà, on compare à des G-Skill Ripjaws 5, pareil, un kit de 2 x 16 Go avec une fréquence un peu plus basse vu qu'on est sur de la DDR4, donc 4600 MHz, ce qui est le
très haut du panier de la DDR4, hein. Là 4600, on va chercher les limites, et ça coûte 350 $. Donc là on serait à plus 50 $ pour l'équivalent DDR5 un peu boosté. Pour un tout premier kit, c'est très correct, hein. Franchement, ils auraient pu dire que ça vaut 500 $ et les gens auraient dit, si vous voulez. De toute façon, c'est comme ça, c'est les premiers. Quand on est premier, on peut se permettre de mettre un peu le prix qu'on veut. Ils n'ont pas vraiment abusé, et encore une fois, c'est vraiment le tout début, c'est juste pour dire nous, on est en avance, et ça n'a pas de réel intérêt pour les consommateurs qui n'ont pas encore le matériel compatible pour bénéficier de cette DDR5. En tout cas, la DDR5 promet beaucoup, elle va vite arriver et on espère vite se démocratiser, parce que voilà, le gain est vraiment, vraiment réel et supérieur à ce qu'on a pu connaître entre la DDR3 et la DDR4. Du coup, ça fait envie. On passe au boîtier, on a pas mal de boîtiers aujourd'hui. Les deux premiers de chez ASA, le premier avec le Régis, j'aime bien Régis, ou son petit nom de code, le CSAZ902, on va l'appeler Régis. Un design pour le coup très spécial, un cube sur son socle. Voilà, je sais pas quoi. C'est quand même un peu étrange, et on peut penser comme ça avec ce visuel sans vraiment d'échelle qu'on est sur un petit boîtier, mais pas du tout, hein. On est sur un boîtier taille standard, un format ATX. Voilà les mesures qui sont loin d'être petites du boîtier, ainsi que le poids de 12,5 kg. Donc on n'est pas sur un petit objet tout léger, tout sympa et tout, on est sur un truc plutôt très massif qui pèse son poids. Et voilà, il a un design très particulier, ce qui fait que la compatibilité en termes de matériel à l'intérieur est forcément pas la plus étendue possible. En termes par exemple de radiateur, on peut aller jusqu'à 210 mm, voilà par exemple. En termes de carte graphique, on peut aller jusqu'à 336 en format horizontal et 320 en vertical. On a des trucs quand même, on peut mettre des trucs. En termes de stockage, là on est sur le sobre, le basique de 2,5 pouces et un 3,5 pouces. On estime que ça suffira à l'ère des SSD M2. Et pour le côté refroidissement, deux emplacements 120 et 140 sur le côté, à gauche, mais aussi à droite, plus à l'arrière, occupé de base par un ventilateur. Donc vous avez un seul ventilateur de fourni. On a aussi la compatibilité des radiateurs jusqu'à 280 mm sur les deux parois. Donc on peut mettre des trucs dedans, peut-être pas le plus de trucs dedans, mais quand même pas mal de trucs dedans. On est pourtant sur quelque chose de très gros, mais on a un design très étrange. Ça on peut pas se le cacher. Design très étrange, ce format cube penché avec son socle, qui est pour le coup plus proche d'une œuvre d'art que d'un boîtier totalement pensé pour le fonctionnel. On est vraiment sur un souci de design et d'esthétique. On a un truc qui moi me plaît vraiment beaucoup, c'est cette façade avec l'effet miroir infini plus RGB, que j'avoue chez moi ça marche très très bien. Après, ASA, on connaît, ils sont dans l'originalité, ils sont un peu dans les chefs-d'œuvre, les masterpieces, et en termes de prix aussi, donc on devrait être sur quelque chose de plutôt très cher, malheureusement, mais plus voilà, en plus pour les gens qui veulent mettre en valeur leur boîtier et leur config, avec du coup ici un boîtier qui ressemble presque à une œuvre d'art, une sculpture, ce genre de truc. Un peu d'art moderne, on aime bien. Autre boîtier de chez ASA, le Opus, avec là encore un gros souci du détail, mais on va essayer de rapetisser un peu la chose, de le faire moins massif. On a compatibilité ATX, mais un format très étrange. Ici, format un peu cylindre, un peu Mac Pro. On nous promet des trucs, on espère, hein, 60 mm de hauteur l'installation d'un radiateur de processeur de 60 mm de hauteur. Donc là du coup on va être très restreint, c'est bien ce que je pensais, j'ai cru mal lire, mais c'est bien ce que je pensais. 60 mm c'est très peu,
très très peu. Niveau carte graphique, par contre, on nous laisse de la place, 360 mm de long sur 3 équerres. Donc on peut aller mettre une grosse carte, oui. Et sinon, on a des emplacements 120 mm pour des ventilateurs. Et seulement 2 emplacements pour des disques. 3 emplacements comme sur l'autre. Donc voilà un look plus vertical, un boîtier qui a l'air un peu moins massif, qui est quand même assez imposant. De toute façon, si on veut garder la compatibilité ATX, on est obligé d'être un minimum imposant. Mais un format plus vertical, un peu... Franchement, moi, ça me fait un peu penser au format du Mac Pro, avec, contrairement au Mac Pro, ce souci d'ouverture. Là, on est sur un boîtier qui est quasiment ouvert. On a des parois vitrées et ce châssis en X en métal. Mais sinon, vous voyez ici, ces trous-là sont normales, hein, ils sont de base dans la conception. Donc après, encore une fois, un Asak a plus ce souci du design que d'autres choses, et en général, ça se ressent dans le prix. Mais des beaux boîtiers, honnêtement, si vous voulez mettre en valeur votre PC, effectivement, il y a des boîtiers qui existent pour ça. Ils sont en général un peu chers, mais on a pour tous les goûts, on a de tous les designs, et c'est aussi pas mal. C'est aussi sympa de voir ce genre de truc. On finit avec des boîtiers un peu plus classiques, des designs plus classiques, mais un petit souci quand même ici de trouver sa voie. On est chez Geometric Future, une marque chinoise qui nous présente ses modèles 6, ses différents modèles 6, avec du coup plusieurs versions qui ont chacun leurs pattes. Le premier est le Cézanne ici, qui lui est plus tourné vers le verre trempé. Vous voyez du verre trempé partout, la façade, sur le Teco. Compatibilité EATX très standard. Côté connectique, pareil, très standard, de l'USB type C, de la prise jack, tout ce qu'on a de plus classique. Ensuite, on a le Cézanne incroyable, du verre partout. On a le Dali qui est voilà, un mix. On garde le verre trempé sur le côté, on passe à la façade mèche à l'avant, petite touche de jaune pour avoir un petit côté atypique, hein, comme Dali. On est loin d'être aussi atypique que Dali, mais franchement, en termes de design, c'est plutôt correct, plutôt sympa. Et on finit avec le Raphaël qui, du coup, ressemble vachement au Dali. Pourquoi je ne sais pas quelle est la différence avec le Dali. Bref, et le Van Gogh qui, lui, a une façade voilà, en plus sobre, toujours en mèche, mais plus sobre, de 2 couleurs différentes. Et on garde la vitre sur le Teco. Donc, pour tous les goûts. Et normalement, contrairement à Asa, du matériel bien plus accessible. On n'a pas les prix, j'aurais bien aimé les avoir. Mais normalement, voilà, en plus dans l'entrée début-milieu de gamme sur ces boîtiers qui sont avec un souci du design certes, mais pas non plus les matériaux les plus nobles, pas un châssis très épais non plus. On gagne gagne en épaisseur sur le châssis, ce qui fait gagner un peu sur le prix, ce genre de truc. Donc vraiment j'attends d'avoir les premiers tests de ces boîtiers qui pour le coup sont quand même plutôt sympas, hein. Grosse compatibilité, une promesse de prix accessible et un design dans l'air du temps avec différents choix suivant ce que vous aimez. Moi j'aime beaucoup. On continue sur de l'écran et je vous arrête tout de suite, c'est pas de l'écran gaming, on est sur de l'écran pour le professionnel de l'image. On est chez LG, l'écran s'appelle le 32EP950-B, un écran OLED certifié display HDR True Black. Alors on sait pas trop à quoi qu'est-ce que ça représente, mais on imagine que ça fait des très beaux noirs avec une profondeur incroyable. On est sur un écran OLED 32 pouces UHD, donc 3840 par 2160. Une luminosité comme on aime, des couleurs incroyables, même le display HDR 1000, la folie. Par contre, pas pour du gaming, on est sur du 60 Hz, pas de rafraîchissement variable, pas
de FreeSync, G-Sync, VRR, 144, machin, rien du tout. 60 Hz, tout simple. On est pour le professionnel de l'image, il n'y a pas besoin d'avoir un haut taux de rafraîchissement, ça ne lui sert à rien. Par contre, les professionnels de l'image ont le droit de payer leurs écrans très très cher pour avoir des très belles couleurs visiblement, parce que cet écran du coup LG 4K, enfin UHD OLED 60 Hz coûte seulement 3400 €. Voilà, le prix il est là. Clairement, si vous voulez jouer, vous pouvez avoir moins cher et peut-être même mieux. Parce que là, c'est quand même très très cher, encore une fois, un écran professionnel avec des tarifs pour les professionnels et ça fait très mal. Continue avec un tarif bien plus doux et c'est un bon plan aujourd'hui, un PC portable de la marque Lenovo équipé d'une 3060 qui chute à 1000 € et ça c'est pas mal. Une 3060, carte dernière génération de la marque Nvidia qui, voilà, pas le plus haut de gamme, mais est largement suffisant pour jouer à beaucoup de choses. C'est couplé à un Ryzen 5 dernière génération, et du coup, ça aussi, pour le gaming, on est très bien. Même pour de la production, on est aussi plutôt bien. On peut aller toujours plus, on a cherché un Ryzen 7 ou au-delà, mais on est déjà très bien, surtout à 1000 €. Et vous avez du coup écran classique, 144 Hz, les 16 Go de RAM, les 512 Go de SSD, un PC qui est habituellement à 1300 €. Ici, il descend à 1000 € sur Cdiscount. Voilà. Alors, qu'on se mette au clair tout de suite, si vous recherchez le PC portable gaming avec des performances ultimes, passez votre chemin. Et il faudra mettre plus cher que 1000 €. Voilà, qu'on soit d'accord. Là, on est quand même sur un mix entre un PC portable gamer et un PC portable qui peut être utilisé pour la bureautique. On est sur quelque chose d'assez sobre, on n'est pas sur quelque chose de très épais non plus. On a une aération qui est normalement bien conçue, mais forcément, si vous le poussez sur du jeu vidéo, vous commencerez à l'entendre et il commencera à chauffer. Voilà, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais honnêtement, pour avoir un PC portable compromis qui peut faire une utilisation professionnelle classique, bureautique, ou des trucs un peu plus avancés même, vu qu'il a quand même une 3060 et un Ryzen 5 dernière génération, et faire du gaming pépère chez soi avec pourquoi pas aussi du gaming simple, mais aussi des AAA qui viennent de sortir machin, ça fera le taf. Sur un écran Full HD, oui en plus, la 3060 en Full HD est gère. Sur un écran plus haute résolution, ça pourra commencer à être plus compliqué. Mais en vrai, 1000 € dans un monde où les cartes graphiques coûtent une blinde, et ben, je trouve ça très correct. On bénéficie de tous les composants de dernière génération, une série 30 au niveau de la carte graphique, un Ryzen 5000 au niveau du processeur. On a le stockage rapide, les 16 Go de RAM, l'écran 144 Hz. Franchement, c'est un très très bon plan pour ce PC portable. Bonne config, 1000 €, je recommande. On se fait vite fait plaisir. Allez, vite fait. C'est pour les yeux, c'est moi qui régale. Petite config qui a été montée par PowerLab dans leur boutique à Paris. Alors, je ne sais pas si c'est voilà, un truc d'expo ou vraiment quelqu'un qui a commandé ce genre de config. Mais ils se sont fait plaisir. Déjà, on a le boîtier, le Gigabyte Aorus C700 Glass. On l'avait déjà commenté. Hein, il a un design un peu particulier avec un plateau un peu incliné. Dedans, ils ont mis absolument tout ce qu'ils ont de plus cher avec une carte mère Aorus Z590 Extreme, donc avec la gestion du refroidissement liquide incorporée à cette carte. On a un i9 11e génération, on a 4 fois 16 Go de RAM, ça fait donc 64. On a deux, vous entendez bien, deux 3090 Aorus, Custom Aorus Extreme, donc les cartes aussi qui sont avec un circuit de water cooling intégré, qui sont reliés en NVLink, 1,5 Tera de SSD
SSD PCI Express 4.0 Aorus et une alimentation 1200 watts de chez Corsair, le tout avec du circuit de water cooling custom de chez Corsair aussi, et du radiateur, du double pompe, tout ce qu'il faut pour régaler la config infinie du démon. Donc voilà, de l'extérieur, ça peut sembler assez simple et tout. Quand on enlève la vitre, on voit tous les tubes rigides, le réservoir ici, toute la partie water cooling, les deux 3090 que l'on voit ici qui sont aussi water coolés. Donc vraiment magnifique hein, comme config, un pur régal pour les yeux. Ça va être aussi un pur régal à utiliser. Par contre, peut-être qu'il y a un peu d'entretien à prévoir. Et aussi, il y a une addition très très salée que l'on garde pour la fin, bien sûr, mais on va vous la donner. C'est quand même très très beau et très très bien fait. En plus, ces tubes rigides, c'est quand même sacrément classe. Ça doit être un peu une galère à mettre en place, mais une fois que c'est fait, sacrément classe. Regardez ici, ça c'est incorporé à la carte mère, hein, ce waterblock, avec du coup les températures. Bon, en termes de prix, on est à 12 000 euros, hein, donc voilà, un 2,3090 water coolé, déjà, vous avez la moitié du budget là-dedans. C'est quand même incroyable, mais en même temps tellement cher, 12 000 euros. Après, d'un autre côté, qui a besoin de 2,3090? Déjà, qui a besoin d'une 3090 alors de 2? Évidemment, pas grand monde. On continue avec la dernière partie, la partie carte graphique. La partie carte graphique d'aujourd'hui, elle nous réserve pas mal de surprises, pas mal de news intéressantes auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Première news sur des petits tests des anciennes cartes. On va ici tester la GTX 1060, encore bien présente hein, chez les gamers PC, mais aussi les RX 480 et 580 d'AMD sur 20 jeux. Alors nous, on va pas détailler les 20 jeux parce que ce serait long et pas forcément très très intéressant. Donc voilà le visuel. En plus, on a une 1060 Founders Edition incroyable avec du coup ce blower. Bah ici aussi on a le blower, hein, le fameux ventilateur qui transperce. Du coup, petit benchmark, le seul qu'on nous donne, enfin que ici on nous donne, mais en vrai on pourrait avoir accès à tout, mais je suis déjà allé tout voir et il y a beaucoup trop de benchmark. Ici on nous montre Days Gone, 2 essais, 1080p et 1440p, 3 cartes avec en rouge le nombre d'images par seconde moyen et en jaune le 1% low, donc le plus bas framerate que vous allez avoir. On voit ici que sur Days Gone en graphisme high, ça c'est aussi à noter parce que les graphismes ça joue beaucoup. On voit que les cartes s'en sortent à plus de 60 images par seconde en moyenne. Les trois modèles, ces cartes qui sont plus spécialement au goût du jour. Et on voit qu'en 1440, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Du coup, quand on regarde, je vais pas vous faire tout le détail de tous les benchmarks, ce serait pas super intéressant. Mais en gros, quand on fait la moyenne sur tous les benchmarks, ça se comporte encore plutôt pas mal. Ces cartes qui sont un peu anciennes maintenant, voire très anciennes si vous êtes vraiment adepte de la dernière génération. Ça se comporte encore pas mal en 1080p. On arrive assez souvent à aller accrocher les 60 images par seconde, à part sur les jeux très récents et très gourmands du genre Cyberpunk. Voilà, là on a plus de mal. Après pour les résolutions, au-delà, non. Non, en vrai, 1440p sur ces cartes-là, c'est compliqué. On voit aussi que la 580 s'en sort un peu mieux. Bon là, c'est vraiment très maigre, mais suivant les titres, ça peut être vraiment une vraie différence. Elle bénéficie aussi des 8 Go de mémoire dédiée, qui sont importants aussi, alors que la Nvidia a seulement 6 Go. Donc honnêtement, c'est si vous pouvez mettre la main sur ces cartes, notamment grâce au marché de l'occasion,
à des prix corrects. C'est pas une mauvaise idée si vous jouez à des jeux qui sont pas trop récents ou trop gourmands. Ça peut très bien faire le taf. Surtout vu le prix des cartes neuves dernière génération à l'heure actuelle. Si vous n'avez pas trop les moyens, ça peut vous sauver la vie. Merci pour le follow, Dr Ryuji Hirazaka Ruru 00. Trop long comme pseudo. Merci pour le follow. J'espère que c'est pas encore une personne connue dont il faut pas dire le nom. J'espère. On continue avec Intel qui eux aussi communiquent pas mal sur les cartes graphiques ces derniers temps. On attend encore et toujours les cartes dédiées au gaming d'Intel. Mais d'abord, on parle de ce qui est déjà sorti, ce qui n'est pas dédié au gaming, mais plus des cartes de bureautique, avec quand même des petits tests sur des jeux vidéo. Du coup, ici, les Iris X DG1, ces fameuses cartes graphiques qu'on avait vues, notamment le modèle Asus qui a été intégré à certaines configs vendues par Asus, des PC montés, quoi. On est sur des cartes qui sont assez peu puissantes, 4 Go de mémoire dédiée tout de même, mais assez peu puissantes, et du coup les tests montrent que ça peut dépanner. Voilà, c'est tout. Honnêtement, sur certains jeux, on arrive à avoir les 60 FPS avec du réglage des graphismes très bas, hein. Clairement, on va pas chercher les beaux graphismes, faut pas déconner. Sur Forza Horizon 4, on arrive à voir les 60 images par seconde. Sur Injustice aussi, encore une fois en Full HD low. Overwatch, on arrive à 83, ce qui est pas génial, mais encore une fois, on est au-dessus des 60. Sur Fortnite, en mode performance, on arrive à 151, comme quoi Fortnite tourne sur n'importe quoi, visiblement même sur Minitel. Mais ça marche aussi pour du Genshin Impact, pour du Rocket League, même du GTA V, ça c'est assez incroyable. Pour Cyberpunk, pas trop, hein, on arrive à 29 images par seconde avec vraiment des réglages les pires au monde. On est en 720p, réglage low et 80% de baisse de la résolution pour juste faire tourner le jeu. En fait, c'est juste pour pouvoir faire tourner le jeu. Et Red Dead, on arrive à le faire tourner en 900p low à moins de 40 images par seconde. Donc vous voyez, pour du jeu simple, basique, qui ne demande pas forcément beaucoup de performance, ce qui représente à peu près tous les jeux un peu compétitifs du genre Fortnite, mais aussi, je sais pas, Counter-Strike ou League of Legends ou Valorant, ou j'ai pas d'autres idées, mais il y en a sûrement d'autres. Ça peut le faire. Encore une fois, n'espérez pas atteindre un grand nombre d'images par seconde, en tout cas stable, ça va être compliqué, ou alors il faudra que vous régliez les graphismes au plus bas. Mais ça peut dépanner, ça a l'air un peu mieux qu'une partie graphique intégrée, mais on n'est pas sur un vrai énorme gain non plus. Donc honnêtement, ça fait quand même assez peu envie. En plus de ça, ces cartes ne sont pas disponibles à la vente au détail, donc ils sont uniquement présents dans des configs montées par des assembleurs tels qu'Asus. Donc assez peu de chances de mettre la main dessus. Mais ce qui suit nous intéresse un peu plus parce que c'est ça qu'on attend avec impatience. Les fameuses Intel DG2, la deuxième version, la version qui serait conçue pour le gaming et qui serait conçue du coup pour aller jouer la concurrence avec AMD et Nvidia qui ont chacun sorti leur dernière génération de cartes graphiques. Alors, on a assez peu d'informations et c'est un peu ce qui est embêtant. On a un tableau récapitulatif qui est, pour le coup, intéressant, même si on n'a pas tout dessus et ça, c'est un peu dommage. On a du coup ici 5 versions alors qu'on nous parle de 6 versions. Notamment la version où on nous donne les comparatifs en termes de performance, elle n'est pas présente dans ce tableau et elle doit se trouver ici entre la version la plus haut de gamme et celle-là. Et ça c'est un peu dommage de ne pas l'avoir. Mais du coup on a des cartes qui sont disponibles en 6 versions avec chacun un peu plus de performance l'une que l'autre. La version la plus entrée de gamme
du coup équipée de 4 Go de mémoire dédiée, elle serait là pour confronter la 1650 et non pas la 3050, donc serait là pour se battre avec l'entrée de gamme de la génération précédente. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Donc vraiment faire de l'ultra entrée de gamme. Faut voir ce que ça donne en termes de performance, mais il y a peut-être des chances que ça soit un peu décevant, l'ultra entrée de gamme. Et après, on va sur des cartes qui ne donnent pas d'infos sur la performance de la plus haut de gamme, mais on donne des infos sur la performance de celle qui doit se trouver entre ces deux-là, qui est censée venir chatouiller la 6700 XT d'AMD et la 3070 de Nvidia avec des performances qui seraient de 8% moins performantes que celle d'AMD et 5% moins performantes qu'une 3070 Nvidia. Donc j'imagine que voilà, la plus haut de gamme, elle serait légèrement au-dessus des 3070 6700 XT. Donc on aurait quand même du mal à aller chercher le très haut de gamme chez la concurrence, ce qui est quand même assez important parce que sur le très haut de gamme déjà on en fait la vitrine et aussi c'est là-dessus qu'on fait le plus de marge et ça aussi c'est important pour les marques. Donc à voir. Celle de la plus accessible est censée être 12% plus performante qu'une 1650. Encore une fois, c'est la communication d'Intel. Donc il faut voir en termes de cœur de calcul, on n'est quand même pas sur un nombre de cœurs très important. Même sur le très haut de gamme, on est sur un nombre de cœurs inférieur à ce qu'on peut trouver sur une 3070. Donc un peu délicat. Faudra vraiment attendre les vrais benchmarks et les vrais tests et aussi la tête un peu des produits pour voir ce que ça peut donner. Mais c'est assez intéressant de voir qu'ils veulent directement sortir des gammes étendues, allant du haut jusqu'à l'ultra accessible. Visiblement, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au haut de gamme de la concurrence. Et du coup, ils ont l'air de s'être un peu plus rabattus vers des cartes plus accessibles. Encore une fois, le prix et les benchmarks décideront de leur sort. Mais ils ont un gros coup à jouer, hein, clairement, sur le marché des cartes graphiques, qui est un marché qui a explosé, que ce soit en termes de prix, mais aussi en termes de nombre d'unités vendues. Donc, voilà, ils y voient l'intérêt, ils y voient l'argent et ils s'y engouffrent. À eux de faire du matériel suffisamment bien fait et performant pour qu'il y ait un attrait du public. Et encore une fois, ils ont quand même le gros coup à jouer de la disponibilité et en plus de faire, pourquoi pas, des prix un peu agressifs pour contrer la concurrence qui là, c'est quand même a plutôt bien profité de ce qui se passait et a pu mettre un peu d'argent de côté, hein. Clairement, en termes de trésorerie, ils sont plutôt bien. On finit du coup avec le stock réel, les cartes qu'on peut acheter et leur prix réel au détail. La moins chère du jour est une FGA 1660 Super à un prix indécent de 550 €. Ça fait très mal, hein, de voir une 1660 Super à 550 €. Mais c'est la moins chère de disponible, c'est la réalité. Ensuite, vous avez une 2060 de chez Asus à 610 €. Là aussi, c'est très cher pour une 2060, malheureusement. Mais encore une fois, c'est la réalité. Les 6700 XT qui ont connu une petite baisse, petite et lente baisse pour l'instant. On a toujours la MSI à 860, la 6700 XT de chez MSI qui est la moins chère des 6700 XT actuellement disponible. Ensuite, on a la Power Color à 900 €, la Asus à 930 et enfin les ASRock qui sont encore et toujours là, toujours des 6700 XT de chez ASRock à des prix bien trop élevés, 1180 et 1240. Honnêtement, je ne sais pas si elles partiront un jour ces cartes parce qu'elles sont quand même à des prix très élevés. Ensuite, on a une 3070 Ti de chez Aorus à 1200. Sachez qu'il y a eu
un lâcher de stock de 3070 Ti aujourd'hui, dont certaines qui étaient à moins de 1000 euros. Bien sûr, ces cartes-là qui étaient du coup à des prix plus intéressants que d'habitude, toujours pas des prix vraiment corrects, loin de là, mais plus intéressants que d'habitude, ne sont restés que quelques secondes en stock, bien sûr. Et du coup, il reste celle à 1200, mais il y avait bien des cartes 3070 Ti disponibles à moins de 1000 euros aujourd'hui. Ensuite, on a la Saphir Nitro Plus, la moins chère des 6900 XT à 1770 euros. C'est la moins chère. Il y en a des bien plus chères, notamment cette Power Color à 1980. On a aussi cette 3080 Ti de chez KFA2 à 1890, la moins chère aujourd'hui. On a aussi des plus chères, hein. Vous voyez la FGA 3080 Ti qui est à 1990. Le retour de la ASRock 6900 XT OC Formula à 2150. Elle n'était plus en stock, elle le redevient. Des Asus 3080 Ti, je me souviens de ces deux-là, qui sont à des prix très proches. L'une est overclockée d'usine et pas l'autre. 1170 et 1190, 20 euros de différence pour savoir si vous voulez une carte overclockée d'usine ou pas. Et on finit avec des 6900 XT, la Aorus à 2200, une 3080 Ti Supreme X de chez MSI à 2300, toujours chez MSI, mais une 6900 XT à 2500, une 3090 de chez Zotac à 2600, et les Saphirs qu'on connaît bien, les Toxiques et Toxiques Extreme Edition 6900 XT 2600 et 2650, ces cartes aussi qui sont en stock depuis pas mal de temps. Et on finit avec des 3090, hein, comme d'hab, les plus chers, une FGA, une MSI, 2730 et 2780. Donc pas mal de références en stock, des prix toujours très élevés. Et comme d'hab, la mise en stock, la mise à disposition en général est plutôt au milieu de la journée. Du coup, arrivé le soir, il reste beaucoup moins de références disponibles. Et les références qui restent disponibles sont celles au prix les moins intéressants en général. Donc si vous voulez faire des bonnes offres, il vaut mieux y aller vers 15h. En général, c'est un bon horaire pour aller checker les stocks de cartes graphiques. Et vous aurez probablement l'occasion de tomber sur, par exemple, ces 3070 Ti qui ont été vendus à moins de 1000 euros. On conclut là-dessus et ces nombreuses cartes disponibles, toujours à des prix élevés, mais plus de stock, plus de références disponibles. Et déjà, ça laisse entrevoir un peu d'éclaircie pour le futur. Ce sera la conclusion de notre point Actu Hardware sur ces petites éclaircies. Ça me fait plaisir de finir sur des petites éclaircies. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné envie de revenir pour la semaine prochaine et continuer de suivre l'actualité hardware, un peu de jeux vidéo, un peu de tech, un peu de tout ce qui m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci d'avoir été là. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours qui peuvent m'aider à progresser, surtout si c'est des retours constructifs. Là, c'est encore mieux. Et voilà, encore une fois, merci. Et à lundi. Lundi, on se retrouvera à 18h en live sur Twitch pour la suite de l'actualité hardware. Bon week-end!